Bienvenue à tous. Comment protéger les enfants contre les risques et leur permettre de tirer profit des opportunités que leur offre l'environnement numérique? La préoccupation est mondiale. Le sujet a été rappelé le 16 juin dernier à l'occasion de la journée de l'enfant africain. Nous en parlons sur ce plateau avec Paul Amegapo. Vous êtes expert international en gouvernance, président de l'Institut Tamberman pour la gouvernance. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, Monsieur Payeba, pour l'invitation. Alors, Monsieur Amegapo, l'enfant dans l'environnement numérique, l'évolution technologique n'est pas une personne. Absolument. L'enfant, c'est la relève de demain. Et préparer un enfant, c'est préparer un meilleur lendemain. Et la célébration de la Journée mondiale de l'enfant africain s'inscrit dans un contexte historique des massacres de 1976 contre les enfants de Soweto, qui manifestaient justement contre l'oppression et surtout l'oppression de la langue afrikaans, qui est la langue de l'apartheid, en revendiquant le besoin d'être formés dans leur langue autochtone, qui est le bantou. Et aujourd'hui, on pourrait faire aisément un parallélisme. Lorsque nous marquons un silence, on pourrait remarquer ou sentir le cri de désarroi, de revendication et aussi d'envie d'être au même niveau de centaines de millions d'enfants qui aujourd'hui ne bénéficient pas des avantages du numérique. Et donc, la célébration de cette journée mondiale et surtout le thème qui porte sur un environnement numérique accessible pour tous les enfants revêt d'une importance capitale. Comment les enfants se servent-ils du numérique aujourd'hui? Le numérique est présent dans la vie de tous les jours. De plus en plus, nous sentons que l'activité au quotidien, qu'elle soit du domaine économique, éducatif, culturel, est entourée par le numérique. Et donc, les nouvelles technologies de l'information et de la communication devraient être l'outil à travers lequel les enfants sont aujourd'hui ou doivent être formés. Le monde de demain doit être un monde numérique où tout se fera de manière technologique ou virtuelle. Il faudrait donc commencer par préparer les enfants à embrasser ce monde-là. Hier, nous parlions de l'analphabétisme. Aujourd'hui et demain, ça serait l'électronisme, qui voudrait dire que lorsque vous ne comprenez pas les codes, le langage des nouvelles technologies, vous êtes en marge de l'évolution. Alors, Monsieur Amegapo, et justement, vous parlez de ces nouvelles technologies, de l'information et de la communication. Quel avantage réel cet environnement numérique procure-t-il aux enfants? Oui, nous pourrons saisir cet avantage aisément lorsque nous faisons une rétrospective sur la période de Covid-19, où le contexte mondial lié à la pandémie de coronavirus avait obligé beaucoup de formations, donc scolaires, à opter pour un encadrement virtuel, c'est-à-dire des cours à distance. Et nous avons remarqué que les pays en voie de développement, les pays qui ne disposent pas des infrastructures technologiques, n'étaient pas en mesure de pouvoir assurer une formation continue aux enfants entre 2020 et 2022. Et donc, l'avantage du numérique, c'est de faciliter l'apprentissage des enfants. Faire en sorte qu'au-delà du cours magistral que l'enseignant donne, que les enfants soient capables de faire des recherches, d'accéder à la connaissance partagée globalement et leur permettre d'être autonomes, de pouvoir interagir dans un environnement nouvellement sociologique. Parce qu'aujourd'hui, les contacts ne se font plus de manière physique, dans les ménages, dans les communautés. Ça se fait beaucoup plus de manière virtuelle. Et nous savons également que la distraction, ce n'est plus aller jouer simplement du ballon ou de faire quelques jeux que ce soit de manière physique.
Les distractions pour les enfants se font aujourd'hui de plus en plus à travers les nouvelles technologies. Et donc, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, bref, le numérique est présent dans la vie au quotidien des enfants. Mais de quels enfants il s'agit? Il s'agit beaucoup plus des enfants privilégiés. Parce que les statistiques montrent que dans nos pays en voie de développement, environ 6% seulement des enfants de 3 à 17 ans ont accès aux nouvelles technologies de l'information, contre plus de 85% dans le monde développé, où les enfants déjà dans leur maison ont accès à l'Internet. Et donc, qu'est-ce que justement cela implique comme défi à relever dans nos pays où tous les enfants n'ont pas accès au numérique? C'est un défi colossal. Parce que nos enfants partent déjà avec une importante inégalité par rapport au reste des enfants qui bénéficient déjà d'un certain privilège. Et donc, lorsque nous ne réglions pas cette question de fracture numérique entre les enfants des pays en voie de développement et des enfants des pays développés, et même au sein des pays en voie de développement, cette fracture numérique se présente entre les enfants des milieux urbains et des enfants des milieux ruraux. Il faudrait donc régler rapidement cette inégalité, sinon nous préparons donc un grand nombre, une masse critique de nos enfants à ne pouvoir pas être compétitifs sur le marché de l'emploi, le marché des prestations de services et pourquoi pas même le marché de consommation de demain. Alors, êtes-vous confiant quant à la capacité de notre continent à rattraper ce retard dans la promotion du numérique? Pourrait-on aller vers le tout numérique comme c'est le cas dans d'autres pays? Oui, je suis optimiste, mais optimiste pas naïf. Il faudrait donc poser un certain nombre d'actes très rapidement. Il faudrait que nos politiques publiques tiennent compte des élans déjà imprimés au niveau local par nos acteurs. Lorsque nous prenons le cas du Togo, nous savions qu'à l'époque, il y avait les CIB qui étaient présents dans toutes les préfectures du pays. Nous savons également qu'il y a une volonté d'aller vers le solaire, parce que lorsqu'on parle de l'Internet, on parle également de l'énergie. Et nous savons également que l'accès à l'énergie dans nos pays est très très limité. Il faudrait donc que les pouvoirs publics mettent en place les infrastructures de base. Et la première infrastructure, c'est l'énergie. Il faut démocratiser l'énergie, il faut faire en sorte qu'on ait plein accès à l'énergie en milieu rural comme dans les agglomérations et faire en sorte que les élans communautaires, les cyber que nous trouvons ici et là, qui sont des initiatives privées, j'évoquais le CIB, soient des pôles de promotion. Nous avions appris également qu'il y a eu des centres multifonctionnels que le gouvernement mettait en place pour les productions dans des milieux reculés. Il faudrait donc avoir un programme majeur qui considère l'accès au numérique pour les enfants comme un enjeu de génération, comme un enjeu majeur de génération, et comme ça, l'État pourrait développer les partenariats publics-privés reposant sur ce que nous savons faire déjà pour faire en sorte que, à défaut d'avoir l'Internet dans chaque ménage, qu'on puisse avoir des pôles d'accès à l'Internet dans chaque village et que les enfants convergent vers là. Il faudrait également que l'État définisse un programme d'encadrement des enfants. Parce que la plupart du temps, lorsque les enfants vont sur le numérique, c'est beaucoup plus pour la distraction. Ça, ce n'est pas formateur. Il faudrait donc avoir un curriculum qui intègre l'apprentissage du numérique, qu'il faudrait intégrer dans le cursus donc officiel de l'enseignement, mais aussi dans les centres qui offrent les services du numérique. Monsieur Amégapo, les enfants et le numérique, c'est comme une pile à double face. Comment pourriez-vous nous présenter le revers de la médaille? Oui, évidemment, le revers de la médaille, c'est lorsque l'accès à l'Internet et au numérique n'est pas contrôlé. Il faudrait que d'abord les ménages contrôlent ce que les enfants vont chercher sur Internet. Parce que nous savons que sur Internet, il n'y a pas que des jeux d'enfants. Il y a également des accès qui sont répréhensibles, à la fois pour les adultes, mais beaucoup plus pour les enfants. Parce que nous avons la pédopornographie,
cyberpornographie, nous avons la cybercriminalité, nous avons également des jeux de société qui sont des jeux violents, qui préparent des enfants peut-être à un comportement plutôt répulsif. Il faudrait donc adopter une approche contrôle, monitoring et encadrement. Ça passe d'abord par les ménages. Il faudrait également que les donneurs d'accès à l'Internet, qui sont les prestataires de télécommunications, et aussi l'État contrôlent les informations qui circulent sur Internet. Nous avions appris, par exemple, que le TikTok, qui est aujourd'hui en vogue, en Chine, qui est son berceau, n'est pas utilisé de manière illimitée et incontrôlée par les populations. Les enfants, par exemple, ont une durée limitée d'accès au TikTok par jour et par exemple, au-delà de 22 heures, jusqu'au petit matin, le système, le réseau social est fermé donc aux populations. Il faut ce genre de contrôle pour faire en sorte que les informations et les données qui sont accessibles sur Internet et sur le numérique, surtout pour les enfants, soient des données filtrées, des données qui encouragent leur formation et qui les préparent de manière convenable à la vie active. Est-ce qu'il y a des facteurs aggravants aux risques auxquels ces mineurs, ces enfants sont confrontés en ayant accès au numérique? Oui, en fait, l'abus de toute chose est nuisible, est nocif. Et donc, lorsque les enfants passent trop de temps sur le téléphone, sur les tablettes et sur Internet, ils développent une forme d'addiction. Et cette addiction les coupe de la société. Et donc, ils développent des comportements qui deviennent asociaux. Il est important de pouvoir faire en sorte que le temps d'accès des enfants à l'Internet soit un temps bien contrôlé, et de sorte que ce soit à la fois la formation, éducation, la distraction, mais dans un temps bien limité. Et qu'on développe également les sources d'épanouissement traditionnelles que nous connaissons, des sorties en famille, des sorties en plage ou sur les lieux publics, des marches, du sport, qu'on puisse quand même faire en sorte que les enfants se développent avec un encadrement qui leur permet de vivre bien les nouvelles technologies, mais aussi de demeurer des êtres sociables. Et quelles conditions, justement, face à ce tableau que vous décrivez, quelles conditions nécessaires pour un environnement numérique plus sûr pour les enfants? Oui, il faudrait d'abord accepter que le numérique, c'est important. Parce que dans nos cultures, encore aujourd'hui, on se dit tout enfant qui s'intéresse trop au numérique, aux tablettes, à l'Internet et à l'ordinateur est un enfant dépravé. Non, c'est faux. Parce que le monde de demain se fera avec le numérique. Donc, il faudrait d'abord que nos mentalités tournent vers le fait qu'il faut donner une chance égale d'accès à tous les enfants à l'Internet. Et je parlais tantôt des politiques publiques, il faut commencer par là. Il faudrait que les politiques publiques permettent que tous les villages aient accès à l'électricité, donc à l'Internet. Si l'État ne peut pas le faire directement, il faut développer les partenariats publics-privés. Il faut faire en sorte que dans notre curriculum académique, qu'on puisse intégrer l'enseignement du numérique et de robotique, faire également en sorte que les ménages soient préparés à accompagner leurs enfants, à pouvoir les encourager à aller dans ces centres de cyber, et les parents qui ont de moyens, qui ne rechignent pas à pouvoir installer de l'Internet chez eux. Maintenant, le grand plaidoyer que je dois faire, c'est de faire en sorte que le coût d'accès à l'Internet soit réduit. Et je pense que les gouvernements doivent faire un effort pour subventionner, s'il le faut, et s'il faut même une discrimination positive entre les milieux ruraux ou les milieux où les revenus des parents sont faibles, qu'on puisse quand même faire une sorte de subvention qui permette à ces ménages-là de pouvoir accéder à l'Internet pour que demain, nous ayons la garantie que nos enfants ne seront pas en marge de l'évolution. La première école pour un enfant, dit-on, c'est son cadre familial. C'est dire que dans cette dynamique, la responsabilité est grande au niveau des parents. Absolument. Il est important que les parents même aillent à l'école du numérique. Il faut que les parents comprennent les avantages du numérique tels que nous venons de les évoquer tout à l'heure. Parce que un parent qui est lui-même
électroniste est un danger pour son enfant parce qu'il va être tenté de tout refuser à son enfant en ce qui concerne l'accès au numérique, ou du moins ne pas y accorder de l'importance. Nous pensons que déjà lorsque nous voyons nos transactions aujourd'hui à travers la téléphonie, tout se fait pratiquement instantanément à travers Flotti Money, Orange Money et j'en passe partout en Afrique. Il est important de considérer, surtout au niveau des parents, que le numérique, c'est ce qui va régir la vie de demain. Et c'est aujourd'hui que ça se prépare avec les enfants. Donc, les parents doivent absolument aller eux-mêmes à l'école du numérique. Auriez-vous un appel à lancer sur ce plateau avant qu'on ne se sépare, M. Abou Oui, j'ai un appel à lancer d'abord aux enfants, à nos petits, qu'ils considèrent l'Internet comme une formation en part entière et non seulement de source de distraction, qu'ils ne se concentrent pas seulement au dessin animé, mais qu'ils se concentrent également au langage du numérique et qu'ils apprennent. Il y a des supports tutoriels aujourd'hui dont ils peuvent accéder sur le téléphone de leurs parents, sur les tablettes et autres. Au niveau des parents, il faut que les parents comprennent que le numérique, c'est aujourd'hui l'éducation qu'il faut donner aux enfants et donc donner toutes les facilités. Pour l'État, il faudrait que l'État mette en place les infrastructures qui rapprochent le numérique des enfants, qui démocratisent le numérique et aussi qui permet un partenariat réel, public-privé, qui donne accès au numérique aux enfants. Et donc, lorsque nous réussirons à créer un cadre d'accès au numérique et à réduire cette fraction numérique, ce grand fossé qui sépare aujourd'hui les enfants de nos communautés africaines aux enfants du reste du monde, je pense que nous préparerons la génération actuelle à assumer convenablement la relève de demain. Paul Amingakpo, vous êtes expert international en gouvernance, président de l'Institut Tamberman pour la gouvernance. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie, Monsieur Gaëtan. Merci à vous qui êtes resté en notre compagnie. À très vite pour un autre numéro de votre émission Focus.